En fait, ce matin, j'ai assisté à la première partie du cours avec Scratch. Et puis, je connaissais déjà un petit peu Scratch. Et j'avais l'impression que Scratch, c'était un environnement qui était assez extraordinaire pour les gens du primaire et du début du secondaire. Et c'est un peu pourquoi la raison pour laquelle j'ai créé P5 Visuel, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait certains domaines qui pourraient intéresser un professeur de mathématiques qui n'étaient pas couverts par Scratch. Maintenant, peut-être que ça a changé depuis, parce que ça évolue toujours tellement vite. Alors, je vous salue, Monsieur Baillargeon. Je vois que vous venez de vous joindre à nous. J'avais commencé à présenter un petit peu ce que j'allais faire. Et je parlais de Scratch comme étant une bonne porte d'entrée. Et j'imagine que des gens qui pourraient être intéressés par P5 Visuel, pour un certain nombre d'entre eux, auraient déjà travaillé avec Scratch. Et de ce point de vue-là, on peut dire que les efforts qu'ils ont faits ne seraient pas perdus du tout, parce qu'il y a des ressemblances assez grandes avec les deux environnements. Alors, je vais commencer à partager mon écran. Donc, pour lancer un petit peu la chose, j'ai essayé de trouver une façon de présenter en un clin d'œil d'abord Scratch, puis ensuite P5 Visuel. Et ce que je me suis dit, c'est que ça serait peut-être bon de prendre une espèce de publicité de Scratch et une publicité de P5 Visuel, puis de commenter un petit peu sur ce qu'on voit dans ces publicités-là. Alors, je vais commencer avec Scratch. Alors, ce qui me frappe beaucoup, je vais arrêter. Ce qui me frappe beaucoup dans Scratch, c'est son côté graphique, son côté euh, artistique, si vous voulez. Alors, on a des lutins, des sprites qui sont à notre disposition. Et puis, on a aussi des possibilités d'importer des dessins qu'on a fait ailleurs. Mais par contre, il y a certaines choses qui manquent un petit peu dans Scratch. Par exemple, quand on veut faire des programmes et ces programmes-là montrant des équations ou des symbolismes mathématiques, ben, ça semble très difficile, en tout cas dans les versions de Scratch que je connais, de réaliser ça. J'ai vu un programme Scratch qui affichait des notations mathématiques, mais il fallait qu'il les dessine avec des commandes graphiques. Hein. Par exemple, pour faire un signe de sommation, il fallait placer la plume à un certain endroit, puis là, aller à un autre endroit, etc., de façon à ce que tout soit dessiné.
Alors ça, pour un professeur de mathématiques, ça me semble être une chose un petit peu, disons, un obstacle un petit peu majeur pour qui veut faire des programmes qui ont besoin de ça. Alors, donc, j'ai voulu créer un autre environnement qui s'appelle P5 Visuel. P5 Visuel, c'est tout simplement parce que c'est un logiciel qui est basé sur plusieurs logiciels libres. Hein. C'est un logiciel libre qui est basé entre autres sur P5JS, qui est une bibliothèque JavaScript. Alors, je vous montre un peu une publicité sur P5 Visuel, puis vous pourrez apprécier un petit peu le genre de- d'exemples qui sont apportés. Alors, vous voyez donc que dès le départ, P5 Visuel, c'est basé sur, disons, les mathématiques, avec disons, une volonté de mettre à la disposition des gens des outils intéressants. Alors, je pense par exemple de pouvoir intégrer dans un programme P5 visuel une figure GeoGebra, de pouvoir la commander à partir de P5 visuel, de pouvoir obtenir des informations de la figure GeoGebra dans notre programme P5 visuel pour la traiter. Alors, tout ça, fait que avec P5 visuel, je pense que c'est une suite intéressante à Scratch quand il s'agit de continuer à faire travailler les élèves pour un prof de maths. Euh, J'aimerais peut-être, bon, dégeler un petit peu les choses. Étant donné qu'on est peu nombreux, vous pourriez peut-être laissez vos micros ouverts et puis répondre spontanément aux questions que je vais vous poser, de façon à ce que ça soit un petit peu plus interactif. Alors, la première question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous avez une expérience avec Scratch? Aucunement. Monsieur Baillargeon? Oui, j'ai de l'expérience. Je pourrais en parler plus en détail. Là. Je suis pas mal meilleur en Scratch qu'avec, excusez, notre logiciel. Là. Comment il s'appelle, le logiciel qu'on utilise actuellement? Là? Le P- Zoom. Oui, Ah oui! meilleur, c'est ça. Pas habitué avec Zoom. Voyons, j'essaye de sortir. Ok, je pense que c'est dans l'affichage. C'est vous qui avez le contrôle de l'affichage, hein, c'est ça? C'est peut-être monsieur.
Non, c'est parce que vous partagez votre écran, monsieur Boileau. Ah, c'est ça? Ok, ok, ok. Oui, oui. Donc, si j'arrête de partager, vous allez pouvoir... Vous voulez nous montrer quelque chose? Non, c'était plus, je voulais mettre ma caméra active parce qu'on n'est pas nombreux, mais je trouvais pas le moyen de le faire. Ah, Vous pouvez juste déplacer votre curseur vers le bas de Ok. l'écran, puis arrêter la vidéo va être à votre gauche en bas. Ok, je viens de le voir. Merci beaucoup. Bon. Oui, ben, je sais pas si on a le temps, puis vous voulez que j'en parle un petit peu du Scratch, dans quel contexte j'ai utilisé, mais je l'ai utilisé en classe, moi. OK. Fait que, en gros, quand j'arrivais en géométrie en secondaire 1, j'initiais mes élèves à Scratch, je leur montrais quelques rudiments. La majorité n'avait jamais touché à ça. Puis je leur donnais des consignes d'apprendre certaines choses, puis à la fin, ils devaient me produire 2 programmes qui dessinent des formes géométriques, puis avec certaines contraintes, puis tout ça. Fait que là, j'ai vu toutes sortes d'affaires, mais ce que je trouve intéressant à partager, c'est que euh, les petits nerds, entre guillemets, là, qui aiment bien programmer, puis tout ça, qui sont effacés en classe, eux autres, c'était une partie du cours qu'ils avaient beaucoup aimé. Là. Mhm. Et il y a une chose aussi qui me semble aller de soi, c'est que plus ça va aller, plus la programmation va se répandre dans l'enseignement. Et puis nos étudiants ou nos élèves vont arriver souvent avec un peu de programmation qu'ils auront fait au primaire même. Ce qui fait que, parce que j'ai l'impression quand je regarde des comptes rendus de professeurs qui ont utilisé la programmation en classe, c'est que la plupart reprennent toujours à partir de zéro. Parce que c'est pas encore, c'est un peu exceptionnel les profs qui utilisent la programmation dans leurs cours, mais ça va se répandre de plus en plus. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens utilisent toujours le même environnement de programmation. J'ai vu des gens qui utilisaient aussi, comment ça s'appelait, pas AutoCAD, un truc en tout cas pour faire des figures à 3 dimensions. BlockSCAD, je pense que ça s'appelle. Et puis, ils pouvaient même commander une imprimante 3D avec ça. D'autres qui utilisaient Scratch, d'autres qui utilisaient un environnement de programmation qui n'était pas par bloc, où il fallait taper les commandes. Donc, j'ai l'impression que ça va se diversifier de plus en plus. Et, mais une constante presque que je constate depuis que j'essaie de suivre des ateliers sur le sujet, c'est que au départ, en tout cas, les environnements de programmation semblent plus aller par bloc. Et puis, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de P5 visuel pour vous montrer que les ressemblances avec Scratch, mais aussi les différences. Alors, comme dans Scratch, on a accès à des blocs qu'on peut aller chercher, par exemple, en cliquant sur une catégorie de blocs, et on peut aller prendre un bloc et le placer dans nos programmes. On peut aussi l'effacer en l'amenant à la gauche complètement. Contrairement à Scratch, par exemple, Scratch, on fait un programme ici et puis il s'exécute dans la même page, si vous voulez, dans une zone de la page web dans laquelle on est. Alors que dans P5 Visuel, quand on exécute un programme, alors ici le programme est vide, mais quand on exécute un programme, il va créer une page web indépendante.
ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Alors, l'avantage principal, c'est qu'on peut faire à peu près la page web qu'on veut de cette manière-là. L'inconvénient, c'est que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors, je vous donne un exemple. Supposons qu'on veut... ultimement, ce qu'on va faire, c'est... Je vais juste montrer. Ce qu'on va faire, c'est des figures semblables à celle-ci pour illustrer quelque chose qui me semble manquer souvent dans les exemples que j'ai vus, c'est pourquoi on fait un programme quand on est un professeur de mathématiques. Alors ici, par exemple, je pourrais vouloir faire ce programme-là qui trace 5 cercles dans un carré et tous les éléments qui se touchent sont tangents. Alors pourquoi je voudrais faire ça? En tant que professeur de mathématiques, ce que j'aimerais illustrer avec ça, c'est le théorème de Pythagore. Parce que c'est facile de calculer et de tracer les cercles jaunes dans le carré gris, mais quand arrive le temps de tracer le cercle rouge, il faut calculer son rayon. Et pour calculer son rayon, il va falloir utiliser des maths. OK? Et c'est un peu ça que je vais faire avec vous aujourd'hui. Mais si je reviens à ce que je faisais tantôt, alors, quand je veux tracer quelque chose, qu'est-ce que je dois faire? Dans une page web, on n'a pas des commandes pour directement tracer dans la page web. Alors, il faut... la page web va être constituée de certains éléments et un de ces éléments, ça va être ce qu'on appelle un canevas qui va nous permettre de tracer à l'intérieur. Alors donc, quand on va vouloir tracer, on va avoir besoin d'un bloc canevas qui va nous permettre d'avoir une zone qui va, dont on pourra spécifier les dimensions. Parce qu'une page web, ça peut être très grand. On peut avoir des dimensions très grandes pour le canevas, mais on peut aussi se dire que notre canevas va être une seule partie de la page web. Il peut y avoir des titres, des boutons, etc. qui sont autour de notre canevas. Donc, ce bloc-là, il va falloir le mettre quelque part parce que un programme dans P5 Visuel, ça commence par exécuter automatiquement les blocs qui sont dans les actions initiales et ça ensuite passe à l'exécution des blocs qui sont dans les actions en boucle. Et cette exécution-là, on peut contrôler le rythme, mais par défaut, ça se fait 60 fois par seconde. Alors, par exemple, si je veux créer ma figure, je n'aurai pas besoin pour l'instant des actions en boucle. Alors, je vais donc placer mon canevas dans mes actions initiales avec la dimension souhaitée. Alors, par exemple, ici, je peux dire 650 par 650. Je ne sais pas si je vous l'ai suggéré, je pense que non, mais si vous voulez, vous pouvez suivre ce que je fais en allant à cette page-là et en cliquant sur l'éditeur P5 Visuel, ce qui va vous permettre de faire exactement, dans un premier temps, d'imiter ce que je fais, puis dans un deuxième temps, de faire vos propres choses. Parce que, comme je disais tantôt, mon but initialement, c'était de faire un main sur les touches. Donc, ça suppose que
je vous mets au travail un petit peu de temps en temps. Alors, est-ce que, je vous pose la question, est-ce que vous voulez travailler vous-même dans l'éditeur? Dites-moi oui ou non. Oui? Moi, personnellement, non. OK. Par contre, c'est sûr que je ne sais pas si cet éditeur-là, on peut l'avoir pour taponner à la maison, tout ça, après. C'est juste pour. Ben, cette Déjà page, fait. cette page-là, je vous Mhm. ai donné la référence dans les commentaires du Zoom. OK. Et vous pouvez aller sur cette page-là dans tous les navigateurs web, Chrome, Firefox, Edge, Safari, etc. C'est bon. Et puis donc, en cliquant sur l'éditeur P5 Visuel, ben, vous allez avoir accès directement à l'éditeur. Alors, là, si on veut, on peut cliquer sur exécuter, mais on va être déçu parce que dans notre page web, on voit rien. Il y a un canevas qui est ici, mais le canevas, il est transparent. Alors, c'est peut-être un petit peu décevant, mais on va essayer de rendre ça un petit peu plus agréable. Alors, on va commencer par tracer un rectangle dans notre page web, ou même peut-être, on va commencer par faire apparaître notre canevas. Alors pour ça, on va aller modifier l'apparence du canevas. Alors dans la catégorie apparence, on va demander de mettre un fond coloré à notre canevas. Alors ce fond-là, on peut le décrire de façon savante en utilisant des composantes rouges, vertes et bleues, des couleurs. Mais on peut aussi prendre une approche plus simple, c'est-à-dire apporter une palette de couleurs qui va nous permettre de spécifier une des couleurs parmi les couleurs présélectionnées. Alors, par exemple, peut-être ici une espèce de rose. OK? Ce qui fait que quand on va placer ce bloc-là après le bloc qui nous crée un canevas, ben on va, lors de l'exécution, on va pouvoir visualiser notre canevas parce qu'il va avoir la couleur du fond qu'on a spécifié. Alors, je ferme ma page web. Alors, si je veux créer par exemple, un rectangle, alors je peux aller dans la catégorie forme et spécifier tracer un rectangle dont je dois spécifier les diagonales. Alors, peut-être ici, par défaut, c'est de 0,0 à 1,1. Ça, il ne paraîtra pas beaucoup, notre rectangle. Alors, je vais, juste pour essayer de dire de 0,0 à 100, 200, disons. Juste pour voir. Et je vais mettre ça après fond. Alors, lorsque je vais exécuter, ben, je vais avoir un rectangle de 0,0 à 100, 200. Vous allez me dire, c'est bizarre ça. Ben, c'est que par défaut, notre Canva utilise les conventions informatiques des gens qui ont créé les pages web. C'est-à-dire que par défaut, le système d'axe d'un Canva a son origine en haut à gauche. Alors, et puis, l'axe des X s'en va vers la droite et l'axe des Y s'en va vers le bas. Ce qui n'est pas tellement conforme à nos conventions mathématiques. Alors, pour
essayer d'être moins dépaysé, ben, on peut aller dans la catégorie... où est-ce que c'est? Je pense que c'est la catégorie programmation. Oui, c'est ça. Dans la catégorie programmation, on a un bloc axe du Canva de type, et puis là, on peut choisir le type informatique ou le type mathématique. Et cette commande-là, elle doit se placer avant de déclarer notre Canva. Ce qui fait que maintenant, si on exécute notre petit programme, ben, on voit que notre rectangle va partir de 0, 0, qui est au centre du Canva, et va aller à 100, 200, qui est à ce point-là. Alors, de cette façon-là, donc, on peut, si on préfère les coordonnées mathématiques, on peut les utiliser pour travailler dans P5 Visuel. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, comment se fait-il que les informaticiens utilisent des coordonnées comme ça en haut à gauche? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Puis avez-vous déjà apporté une réponse à ça? Non, pas moi. C'est pas... Imaginez-vous, là, vous avez une fenêtre. Puis là, vous pouvez l'agrandir, la fenêtre. Vous ne voudriez pas que tous les points de votre fenêtre changent de coordonnées. Mais si l'origine était au centre de la fenêtre, ben, automatiquement, tous les points de la fenêtre changeraient de coordonnées. Hein? Ce qui était en haut à gauche, puis disons par exemple que c'était de moins 500, 500, ben, si on augmente la taille de la fenêtre, ben, ça va être plus que 500 ici qu'il va y avoir comme coordonnées. Tandis que si les coordonnées sont en haut à gauche, ben à ce moment-là, même si la fenêtre augmente de taille, les coordonnées des points existants avant vont rester les mêmes et c'est les coordonnées supplémentaires qui vont apparaître, si vous voulez. Alors, tout ça pour dire que, dans le fond, quand les mathématiciens ont créé leur système d'axes, hein, je pense que ça remonte à Pascal, à Descartes plutôt, ben, il n'y avait pas cette problématique d'augmenter ou de diminuer la page. Hein. Les pages étaient comme de dimension fixe. Tandis que en informatique, ben, il y a beaucoup plus de dynamisme. OK. Alors, on va aller tranquillement vers notre figure de tantôt. Alors, ce qu'on avait tantôt, c'est qu'on avait un rectangle qui occupait presque tout le canevas. Il y avait une espèce de marge. On va voir comment on peut faire ça. Alors, on a un canevas de 650 par 650, mais notre rectangle va être... En fait, ça va être un carré centré en 0, 0 et qui va avoir comme côté 600 et non pas 650 pour qu'on ait une marge autour. Alors pour ça, comme vous êtes des adultes, on va sauter tout de suite à une étape qu'on ferait plus tard avec les jeunes, qui est de créer des variables. Alors, on va donc définir deux variables pour les dimensions de notre rectangle. On va commencer
en cliquant sur variable ici. Et on va créer une variable qu'on va appeler C pour côté de notre carré. Et une autre qu'on va appeler C sur 2 pour la longueur du demi-côté. Et on va pouvoir utiliser donc le bloc fixé pour définir la valeur de C et de C sur 2. Alors, dans P5 Visuel, les variables peuvent contenir des nombres, peuvent contenir des textes, peuvent contenir des listes, peuvent contenir des objets. Okay? Donc, c'est des variables qui sont très polyvalentes, si vous voulez. Alors, pour avoir une valeur, on doit aller dans la catégorie mathématiques pour chercher un bloc de valeur. Et à ce moment-là, on peut donner à notre variable C la valeur 300. Et on va faire la même chose pour C sur 2. Alors, c'est par commodité, vous allez voir. Donc, on s'en va prendre un autre bloc fixé. Et cette fois-ci, on va dérouler le menu ici pour choisir C sur 2. Et cette fois-ci, on va faire... On pourrait toujours dire... ici, j'ai mis 300, je voulais mettre 600. Excusez-moi. Je pensais déjà à C sur 2. Alors ici, pour C sur 2, je pourrais mettre 300 directement, mais je peux être un petit peu plus prévoyant et me dire, si jamais je veux changer la variable C, je n'aimerais pas changer la variable C sur 2 aussi. Je voudrais que ça se fasse automatiquement. Alors pour ça, je peux prendre une opération mathématique. OK. Et on a le choix entre l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et l'exponentiation. Alors, je vais prendre la division. Je vais diviser par 2. Et je vais diviser quoi par 2? La variable C. Donc, je vais aller chercher C. Et je vais aller placer ça dans la définition de la variable C sur 2. Alors, j'aurai donc deux définitions, une pour C et l'autre pour C sur 2. Je vais aller placer ça juste avant. Oups. Là, vous remarquez que quand j'ai cliqué sur le bloc du bas, il s'est détaché et puis j'ai pu le déplacer. Mais si je clique sur l'éditeur, le bloc du haut, ça va entraîner les deux blocs. C'est comme dans Scratch, ça. Et je vais aller placer ça avant la définition de mon rectangle. Et là, ce rectangle-là, je dois donner une diagonale. C'est-à-dire un point à une extrémité de la diagonale, puis l'autre point à l'autre extrémité de la dite diagonale. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire si je veux que mon rectangle ait une dimension C? Qu'est-ce que je pourrais choisir comme point? J'imagine que tu peux mettre les blocs C, mais je me demandais, peux-tu mettre les blocs moins C aussi? Oui. Alors, dans la catégorie mathématiques, on a ici un bloc qui a l'air de rien, qui dit racine carrée, mais en fait, si on clique sur le menu, on a un choix de fonction. Alors, c'est racine carrée, valeur absolue, moins, log à base 10, exponentielle, 10 exposants.
Donc, on peut choisir le moins ici. OK. Et une chose qu'on peut faire aussi, si on se dit je vais avoir besoin de ce bloc-là 2 fois, je peux aller le chercher une deuxième fois, mais je peux aussi cliquer sur ce bloc-là et faire un copier-coller. Alors le copier, ça se fait pas avec les menus malheureusement, mais ça se fait avec commande ou contrôle C pour copier et pour le coller, commande ou contrôle V. Alors commande si vous êtes sur Macintosh et contrôle si vous êtes sur Windows ou sur Linux. Alors on aura besoin donc du signe moins. Puis on va avoir besoin de quelle variable aussi? Du C, non? On va essayer avec C. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais aller chercher la variable C. Et cette fois-ci, je vais la copier et je vais la coller 3 fois. 2 de ces fois-là vont être affectés du signe moins. Et les autres ne seront pas affectés. Alors, je pourrais mettre quoi ici? De quel endroit à quel endroit? Ben, -C, CC. OK. Alors, on va faire ça. Et si j'exécute, surprise. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez vu qu'un rectangle, c'est tracé avec une bordure noire par défaut et avec un fond blanc. Hein, c'est ce qu'on avait vu tantôt. Alors là, c'est comme si notre rectangle couvrait tout notre canevas. Parce que quand on y pense, si ça va de -C à C, donc de -C à C, ça donne une longueur de 2C. Mm-hmm. Donc, ce qu'il faudrait pour avoir un rectangle de longueur de côté C, c'est de commencer à -C sur 2, puis d'aller jusqu'à C sur 2. On va essayer. Alors pour ça, on peut tout simplement changer le nom de la variable. Alors au lieu de C, on va mettre C sur 2. On va faire la même chose pour les 3 autres variables. Et si on exécute notre programme, là on voit que notre rectangle va de -C, qui est ici, jusqu'à C qui est ici. Et puis, il y a une marge parce que notre canevas est de dimension 650 et non pas 600. Ça va jusqu'à maintenant? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Bien, on va vouloir tracer un cercle ici. Je ne sais pas si je l'ai gardé. Non, je pense que je ne l'ai pas gardé. On va le garder précieusement. Alors, on va vouloir tracer ce cercle jaune ici en haut à droite. Comment on va le décrire? Ben, il va falloir décrire le centre et le rayon. Alors, le centre, il va être où? À quelles coordonnées? C'est quoi notre rectangle déjà? C'est un 600-600? Oui, c'est ça. 600-600. On
divise ça en 4. 1, 2, 4. Divise en 2, 300, divise en 2, 150. C'est ça. 150, 150. Exactement. 150, 150. Alors, on va pouvoir faire ça. On va aller chercher donc la forme cercle. Et puis, on pourrait mettre 150, 150 et de rayons quoi? 150. 150 aussi. Donc, on pourrait faire ça. Et effectivement, on a notre cercle ici. Vous remarquerez aussi que notre cercle était jaune et notre rectangle était gris. Alors, on va pouvoir changer l'apparence de nos éléments avec des blocs de la catégorie apparence. Alors, dans ce cas-ci, on veut que le remplissage du rectangle, si je mets encore un bloc de couleur, soit en gris pâle, disons, et puis que le remplissage de notre cercle soit en jaune. Alors, ce qui est important de remarquer, de se rappeler toujours, c'est que quand on exécute un programme, on fait ça dans l'ordre où on voit les blocs. Alors, si on veut que le remplissage soit pour le rectangle soit en gris, ben, il faut mettre le bloc remplissage avant de tracer un rectangle. Et si on veut que le remplissage du cercle ensuite soit en jaune, ben, il faut mettre le bloc de remplissage après le tracé du rectangle, mais avant le tracé du cercle. Alors, de cette façon-là, c'est un peu comme si on se disait, bon, on va tracer en remplissant en gris notre rectangle, et ensuite, en remplissant en jaune, on va tracer notre cercle. Ce qui va nous donner ceci. Bon. On pourrait continuer comme ça, puis parler avec moins 150, moins 150, de rayon 150, etc. Mais par la suite, plus tard dans l'atelier, on va essayer de tracer cette figure-là, où cette fois-là, le cercle rouge est non pas le plus petit possible, mais le plus grand possible. Puis on va aussi essayer de tracer cette figure-là où le cercle rouge est de même dimension que le cercle jaune. Alors, on a peut-être intérêt à donner les dimensions des différentes composantes ici avec des variables. Parce que on n'aura pas besoin de réécrire le programme en entier, on aura besoin simplement de changer les valeurs des variables. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une variable centre qui va valoir pour les coordonnées en X et en Y de notre cercle qu'on vient de tracer. Puis on va aussi créer une variable rayon jaune qui va être tout simplement le rayon de notre cercle jaune. Et il va falloir donc définir
d'abord le centre et ensuite le rayon jaune. Ou on peut peut-être commencer par le rayon jaune puis ensuite le centre, peu importe. Alors, le rayon jaune, ben, on a dit que si on regarde notre figure de tantôt, le rayon jaune, c'est le quart de C. N'est-ce pas? Donc, on va prendre une opération mathématique. On va diviser par 4. On va diviser par 4 quoi? Ben, le côté. Ou on aurait pu dire C sur 2 divisé par 2. Ça revient au même. Et puis le centre, ben, le centre, ça s'adonne ici à être même chose. C'est sur 4. Pourquoi? Ben, regardez, c'est parce que ici, on est exactement à la coordonnée x égale à 0. Et pour aller au centre, il faut franchir une distance dont la longueur, c'est le rayon du cercle jaune. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dire que le centre, c'est soit le rayon jaune ou soit c'est sur 4. Si je me fie à ce qu'on va faire plus tard, ben, le centre ne sera pas toujours le rayon jaune. Puis ça ne sera pas toujours C sur 4 non plus. Mais, donc, on peut choisir une valeur ici, soit rayon jaune, soit C sur 4, mais de toute façon, il faut s'attendre à ce que ça change par la suite. OK? Alors, on va, disons qu'on va prendre C sur 4, comme ça. Alors ça, on va placer ça, bon, on peut le placer pourvu que ça soit avant la définition du cercle. Alors disons qu'on va le placer ici avec toutes les variables qu'on a initialisées. Et cette fois-ci, donc, notre cercle, ça sera les coordonnées dont la valeur c'est centre. Et le rayon, ben, ça va être la variable rayon jaune. Alors, on peut vérifier que ça donne le même résultat. C'est juste que on planifie pour l'avenir. On se dit que on va avoir d'autres choses à faire. OK. Alors, on va faire de la même façon, disons lequel on va faire. On va l'exécuter. Alors, bon, on peut faire celui-là, celui qui est en bas à gauche. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va prendre comme commande? Bien, on peut prendre le même bloc puis le modifier. Donc, je vais faire une copie de ce bloc-là, un collage, puis j'aurai juste à modifier ce qui doit être modifié. Est-ce que le rayon doit être modifié? Non. Non, c'est le même rayon. Est-ce que le centre doit être modifié? Oui, là, au lieu d'être dans le premier cadran, ça va être dans le troisième. Donc, il va falloir mettre des signes moins aux deux coordonnées. Alors, on va faire ça en allant chercher la même chose que tantôt. Dans la catégorie mathématique, ce bloc-là, mais en prenant le moins. Là, je le copie et je vais l'insérer avant le bloc centre, le premier et le deuxième.
Et si je vais maintenant exécuter, je vais voir que j'ai mes deux blocs, mes deux cercles jaunes comme prévu. Et en même temps, ça illustre le fait que la commande de remplissage vaut non seulement pour la première forme qui la suit, mais pour toutes les formes qui suivent, jusqu'à temps qu'une autre commande de remplissage soit activée. Alors maintenant, il faudra faire les deux autres. Peux-tu poser une question? Vous pouvez toujours poser une question. Vous êtes les bienvenus. La commande de remplissage, là. Oui. Mettons que quelqu'un programme puis se disait je veux la désactiver pour le futur. Il peut-tu faire ça dans le sens que il dit j'ai fait 2 remplissages, je veux plus le réutiliser. Donc, parce que s'il écrit rien, les prochains vont être jaunes, c'est ce que j'ai compris. Oui. Effectivement, regardez ici dans Apparence. OK. On a un bloc qui s'appelle sans remplissage. OK. Donc, si je mets par exemple ce bloc-là entre mes deux cercles, le premier cercle va être jaune et le deuxième cercle va être transparent. OK. Ce qui veut dire que le deuxième cercle, il va apparaître transparent, mais comme il y avait une couleur grise déjà, c'est du gris qui va apparaître. OK. OK? Et pour... Ça me permettrait une autre question aussi. Là, je sais que je suis un curieux. Là. Oui, c'est très bien. Je ne sais pas si l'éditeur le permet, mais là, on est tous dans le même bloc. On peut-tu créer un sous-bloc pour faire une série de définitions de variables? Donc, tu actives un sous-bloc, tu définis toutes tes variables. C'est écrit dans un autre bloc à côté, puis après ça, ça l'enchaîne pour étudier ton programme. Oui, regarde, par exemple, ici, je pourrais faire un autre bloc, fonction, faire quelque chose, Okay. et faire ma fonction ici. Okay. Sauf que à ce moment-là, il faudrait que dans mes actions initiales, j'appelle ce bloc-là. Oui. Alors, en créant le bloc, automatiquement, il y a un bloc faire quelque chose qui vient de se créer. Mm-hmm. Et je peux le mettre là. Ah, c'est super cool. Et là, à ce moment-là, ça revient au même. Mm-hmm. OK? Alors, si je veux faire ça, faisons-le. Je vais appeler ça, disons, par exemple, ma figure. Et là, ce que vous avez remarqué, c'est que je vais changer le nom ici, mais le nom de ce bloc-là, faire quelque chose, va changer en même temps. Alors, je vais appeler ça ma figure. OK? Je pourrais peut-être même appeler ça dessiner ma figure. Et ça continue de fonctionner. Ouais, c'est super. Alors ici, je vais quand même enlever ce bloc sans remplissage. Alors, il y aurait comme plusieurs façons de faire ça, mais la façon la plus simple, c'est d'utiliser la touche Backspace. Donc, on clique pour sélectionner le bloc et on clique et on presse sur Backspace pour supprimer le bloc. OK? Donc, je vais continuer de définir ma figure. Donc, il me reste 2 cercles. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier ma définition ici et je vais changer ce qui doit être changé. Alors, par exemple, si je veux changer pour le cercle en haut à gauche, ça veut dire que le X va devoir être négatif et le Y positif pour le centre. Hein, le X va avoir une coordonnée négative, puis le Y positif. Donc ici, le X va être négatif,
puis le Y positif. Donc, je peux détruire ce bloc-là et remettre ça ici. Alors, pour tester ça, je vais désactiver ce bloc-là parce qu'on ne doit pas mettre de bloc en dehors de nos fonctions. Donc, je vais faire un clic droit et demander de désactiver le bloc qui est en dehors. OK? Alors, on voit qu'il a pris un air fantomatique. C'est parce qu'il est désactivé. Donc, si j'exécute maintenant, je vois qu'effectivement, mon cercle en haut à gauche a été tracé. Et puis, on va faire la même chose pour le cercle en bas à droite. Alors, je vais réactiver le bloc. Et cette fois-ci, en bas à droite, la coordonnée en X va être positive et la coordonnée en Y négative. Donc, je vais garder la coordonnée, le moins pour la coordonnée en Y, mais je vais enlever le signe moins pour la coordonnée en X du centre. Ça a quand même de la gueule, non? Alors, tout est tangent, tout est comme il faut. Le problème, ça va être mon cercle au centre. Alors, on peut dire plusieurs choses du cercle au centre. La première chose, c'est qu'on peut dire qu'on va copier ce bloc-là. On va devoir changer son remplissage. Il devra être rouge. Et puis, ce qu'on sait, c'est que son centre, ça va être quoi? 0, 0. 0, 0. Et la seule chose qu'on ne sait pas, c'est quel va être son rayon. Alors, si j'essayais 150 comme ça, ben non, ça ne marche pas. Il n'est pas tangent aux autres. Alors, il faut donc trouver, calculer quel est le rayon de ce cercle-là pour qu'il soit tangent aux autres. Et c'est là que notre ami Pythagore va nous être très utile. Alors pour ça, j'ai fait une petite diapositive qui va nous montrer comment calculer le rayon du cercle rouge. Parce que ce qu'on voit ici, c'est que si on joint les deux centres du cercle rouge et du cercle jaune ici, ben, on va avoir la longueur du rayon jaune plus la longueur du rayon rouge. Ici, c'est la longueur du rayon jaune, mais ici aussi, ça va être la longueur du rayon jaune. Voyez-vous, c'est comme parallèle. Hop, c'est comme parallèle à ceci, qui est le rayon jaune aussi. Donc, on peut utiliser le théorème de Pythagore, qui nous dit que, dans le fond, la longueur de ce côté-là au carré, ça va être la longueur de ce côté-là au carré plus la longueur de ce côté-là au carré. OK? Alors, si on fait le calcul, ben ici, la somme des deux carrés, on l'a fait souvent avec nos élèves, ça donne racine carrée fois la longueur. Oui, ça donne la somme plutôt de... Ben, il faudrait le faire dans le fond. Ici, ça va donner jaune au carré plus jaune au carré est égal à rouge plus jaune au carré. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui. Bon, alors,
Là, je vous laisse résoudre pour rouge. Et puis, vous allez me dire ça. Puis moi, je vais l'intégrer dans le programme. Alors, je vais préparer les choses en disant que je vais définir une variable rayon rouge. Alors, je vais fixer rayon rouge. À quoi? Ben, moi, je dirais racine 2 moins 1 fois le rayon jaune. OK. Alors, on a un fois. On a un rayon jaune. Et puis, on a une opération qui est racine de 2 moins 1. Donc, on va se faire cette opération-là. Il va y avoir un moins 1. Et il va y avoir une racine carrée de 2. Donc, on va avoir racine carrée de 2 moins 1 qui va multiplier rayon jaune. C'est ça? Ouais. Et puis, ça va être le rayon rouge. Et je vais devoir mettre rayon rouge ici aussi, parce que je veux que le rayon de mon cercle soit rayon rouge. Alors, ce bloc-là, je vais le mettre où? Ben, je pourrais le mettre presque n'importe où avant le cercle qui a rayon rouge, mais après aussi rayon jaune. Parce qu'il y a besoin de la valeur de rayon jaune. Donc, je vais le mettre, disons, ici. Et là, le moment crucial arrive. Bravo! Je ne sais pas si si c'est la même chose pour vous, mais moi, un des plaisirs de la programmation, c'est quand on fait un calcul pour intégrer dans le programme, et puis quand ce calcul-là arrive comme ça au résultat qu'on a souhaité. Hein, c'est quelque chose d'intéressant. Excusez-moi, je participe pas tant que ça parce que j'essaie de le faire en même temps. D'accord. Je vous donne en même temps. Et si jamais je vais trop vite, hein, vous me ralentissez. Ben, c'est parce que moi, j'ai moins bien compris le x1, moins 1, ce qu'on a rajouté dans le fond, là, pour le rayon rouge. Pour le rayon rouge? OK. Ouais. Attendez un instant, j'ai fait ces calculs-là avant, mais ça va vous révéler des solutions à d'autres problèmes que je voulais vous poser, mais c'est pas grave. Calcul mathématique. Alors, dans le cas où le rayon ici rouge est minimum, le rayon jaune c'est C sur 4. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui, je vous suis. Et donc, le rayon rouge, ça va être quoi? Ça va être... ben là, c'est parce que je l'ai fait avec une autre chose. Non, il faudrait que je... C'est parce que là, ça triche un peu, là. OK. Avez-vous un petit papier? Oui, je suis en train de le faire. OK. Écrivez R plus J au carré est égal à... Racine est égal à 2 fois J carré.
Donc, vous extrayez la racine des deux côtés. Mhm. Ça fait R plus J est égal à racine de 2 fois J. Est-ce que je me trompe? Non, c'est beau. 2 fois la racine de J. Racine de 2 fois J, non? Ah, R plus J. Racine de 2 fois J, ouais. OK. Donc, vous soustrayez J des deux côtés. Là, on se retrouve avec R est égal à racine. Racine de 2 fois J moins J. Mhm. Puis vous mettez racine de 2 en facteur. J en facteur, je veux dire. Ça Mhm. donne J fois racine de 2 moins 1. Et c'est exactement ça qu'on a eu. J, c'est le rayon jaune, fois la racine carrée de 2 moins 1. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui, c'est correct. C'est correct? OK. Mhm. Fait que là, on est tellement content de notre programme que ben, on va le sauvegarder. Alors pour ça, vous pouvez aller au menu Fichier, à l'item Sauver le programme P5 visuel. Vous pouvez lui donner un nom. Alors on va peut-être lui donner le nom que les cercles jaunes sont maximales. OK? Et puis là, quand vous allez cliquer sur OK, ça va dépendre de la configuration de votre navigateur web. Il y a certains navigateurs web où vous avez indiqué dans les préférences, mais tout ce que je sauvegarde dans un dossier que je t'ai spécifié. Alors, si c'est ça, vous n'aurez pas cette fenêtre-là. Ça va tout de suite sauvegarder dans le dossier spécifié. Mais vous avez aussi des navigateurs web où vous avez pu configurer. Demande-moi où enregistrer les fichiers que je veux enregistrer. Moi, c'est ma configuration. C'est pour ça qu'il me demande, il me donne le nom, mais il me demande où je veux. Alors, je vais dire, bon, sur le bureau. Alors, je vais demander d'enregistrer. Alors, à partir de ce moment-là, donc, mon programme est enregistré sur le bureau. Dans mon cas à moi. Dans votre cas à vous, si vous avez un dossier par défaut pour les téléchargements, mais c'est là qu'il va être enregistré. Et puis, vous pouvez toujours aller dans les préférences de votre navigateur pour changer ça. Pour dire, je veux que ça soit tel dossier plutôt que tel autre, ou je veux que tu me le demandes. Ça, je peux me poser une question, là. Oui? Je vais poser l'hypothèse que je le ferai installer sur des ordinateurs de mon école, là. On pourrait configurer ça pour que ça soit enregistré dans tel dossier. C'est ce que je comprends, là. C'est ça. Mais ça serait, disons, le technicien qui, s'il regarde là, la configuration des ordi d'école, il pourrait installer ça, puis l'élève, ça sera automatiquement indiqué où qu'il enregistre. C'est ce que je comprends, là. C'est que l'élève, à la limite, l'élève ne saurait pas si vous lui demandez pas, là. Si Ok. vous lui dites pas, il ne saurait pas où c'est enregistré. Mais je trouve que c'est pas une bonne idée. Je trouve Non, que moi, l'idée, en c'est. général, nous, nos postes, on a des. Je suis pas très ferré là-dedans en informatique, là, mais il y a comme des répertoires qui apparaissent pas aux élèves, puis d'autres, oui. OK. Il y a un répertoire qui s'appelle Travaux, dans lequel on peut dire Travaux pour tel enseignant, donc ce serait moi, Travaux pour Pierre.
Fait que, en tout cas, ce que je comprends, c'est que si je demandais de faire installer P5 visuel sur nos ordinateurs, là, ce que je sais pas trop ce que ça veut dire en détail, là, mais les élèves n'auraient pas à se casser la tête pour savoir, quand tu demandes de sauver, il y aurait un répertoire déjà indiqué. Oui. La seule chose que je me dis au point de vue pédagogique, c'est que ça serait bien que les élèves aussi puissent réutiliser leur programme. Donc, si vous leur cachez le répertoire trop bien, ils ne pourront pas aller chercher leur programme. Ouais, on a les deux types de répertoire, nous. OK. Alors, mais est-ce que vous pouvez laisser l'élève choisir quel répertoire il va utiliser? Oui, ben en tout cas, c'est à cause, moi je suis pas calé dans certains aspects de l'informatique, puis si on leur laisse choisir le répertoire, de la façon ce que je comprends, c'est que nos postes de travail sont faits que si tu rentres avec ton code d'élève, tu as accès à un ensemble de répertoires et tu peux choisir dans cet ensemble-là. OK. Et ça, il y a un ensemble qui est caché, mais ça, l'élève ne le voit pas. D'accord. Un ensemble où il peut enregistrer ses travaux, je dirais, il y a des sous-ensembles où ce que tu enregistres, mais tu peux pas relire, rechanger. C'est OK. quand tu remets un travail, il est enregistré, mais tu ne pourras jamais le modifier. D'accord. Tandis que tu as un autre type de répertoire que quand tu enregistres, c'est pas un travail final, c'est plus un brouillon. Donc, tu peux l'enregistrer et le retravailler à ta guise. C'est D'accord. comme ça que c'est construit en gros. Là. C'est un peu vulgarisé, là, mais c'est à peu près ça. C'est très bien parce que c'est ça, il faut ce qui me paraît intéressant, c'est que à la fois le prof puisse avoir le travail de l'élève, mais que l'élève puisse avoir accès à son travail aussi. Parce que s'il veut l'apporter à la maison ou le mettre sur, par exemple, un Google Drive ou quelque chose comme ça, ben, il puisse le faire par la suite et puis il puisse montrer son programme à d'autres, y compris à lui-même. Là. C'est des choses que, en tout cas, moi, c'est un souci parce que là, je parle de mon expérience. Moi, j'ai beaucoup aimé faire du scratch. Je trouve que ça se ressemble, c'est très proche. Puis je pense que ça, c'est mieux, en fait. Là. En tout cas, pour l'aspect proche des mathématiques. Puis ce que j'aimais, c'est que l'élève a un produit évalué à remettre. Parce que, tu sais, si moi, je pense à mes 1 et 2 que j'ai, s'il n'y a pas la motivation de sa compte, ben regarde, il y en a qui ne s'investissent pas, là. Fait que quand tout l'aspect technique n'est pas trop lourd, mon expérience, c'est que la majorité embarque. Puis je disais, tu sais, il y a le petit nerd qui aime ça, mais moi, je sais qu'il y a des élèves qui sont moins intellectuels, moins la pensée abstraite, algébrique, qui l'ont moins, mais je sais pas comment l'expliquer, mais ils programmaient, puis ils ont vraiment aimé ça. Fait que des fois, il y a des élèves qu'on mettrait dans les... Ben, c'est parce que programmer, ça fait quelque chose. Stimulé par ça. Oui, c'est ça. Mais si une autre possibilité aussi, ça serait de, par exemple, de sauver par défaut sur le bureau. Puis là, l'élève peut aller glisser son travail sur le dossier d'un professeur. Et puis peut aller mettre sur une clé USB ou sur un Google Drive pour lui-même son programme. Ce serait une possibilité aussi. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est tout à fait vrai. C'est peut-être 20 à 40% des élèves quand ils sont intéressés, ils veulent l'amener à la maison, le montrer, puis le faire à la maison. Puis peut-être se lancer des défis les uns les autres aussi. Hein? C'est comme là, moi je vais vous lancer un défi. Est-ce que j'ai le temps? C'est de faire l'autre. Là, on a fait le cas où le cercle rouge était le plus petit possible. Alors, pourquoi pas faire le cas où le cercle rouge est le plus grand possible? À ce moment-là, le cercle rouge ne posera pas de problème. C'est les cercles jaunes qui vont poser des problèmes.
Parce que le cercle rouge, il va toujours être centré en 0, 0. Puis cette fois-ci, le rayon du cercle rouge, ça va être quoi? C'est sur. C'est sur 2. Le cercle jaune, il va falloir calculer son rayon. Une fois son rayon calculé, sa position va être facile. Ben, facile. Faut voir. En tout cas, je vous laisse y penser un peu. Et puis, on revient là-dessus, disons, dans 5 minutes. Moi, ce que j'ai pas catché, c'est si on veut s'essayer, c'est comment, où est-ce que je vais, je le catch pas, ça. OK, ici, là, avez-vous cette page-là devant vous? Oui, mais moi, quand je mets mon curseur, j'ai pas de main qui apparaît, là. OK, mais ça dépend de la configuration. Mais si vous cliquez sur l'éditeur P5 Visuel, est-ce que vous avez cette page-là qui apparaît? Non, non. Mais c'est pas dans la barre de conversation, là, faut que je regarde, hein? Non, 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 non. Il faut... au tout début... Attendez un peu, attendez, je vais arrêter de partager mon écran. Au tout début du Zoom, dans la discussion, j'ai fait un truc qui s'appelle lien pour la présentation. La discussion, c'est pas converser, ça, là, hein? Discuter, converser, oui, probablement. Je vois rien. Je vais essayer d'autre chose, là. Là, vous êtes dans Zoom? Ouais. OK, quand vous déplacez votre curseur vers le bas, vous avez des choses qui apparaissent en bas. Ouais. Puis à côté de partager l'écran qui est en vert, vous avez, ça s'appelle discuter. Moi, c'est marqué converser. OK, bien, vous cliquez sur converser et il devrait apparaître à la droite quelque chose. Oui, mais c'est vide à droite. Je sais pas. OK, ben je vais essayer de comment dire? À moins qu'il y a 3 petits points. Non, c'est pas ça. Fichier. Là, est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, là, je vois quelque chose, oui. OK, je l'ai envoyé. Là, vous... Okay, c'est peut-être parce que je suis arrivé en retard qui n'est jamais apparu. Peut-être, oui. Alors là, vous cliquez sur HTTP, puis là, ça devrait vous ouvrir une fenêtre dans votre navigateur. Oui, ça marche. Et puis là, vous pouvez cliquer sur accès à l'éditeur. OK, là, je vois. Vous voyez? Oui. OK. C'est dommage qu'on n'ait pas réglé ce problème-là avant, parce que vous auriez pu suivre... Moi, j'aurais pas été capable de suivre, écouter, puis le faire en même temps. Là, je suis pas capable de faire ça. Fait. Bon, mais si vous voulez... C'est pas une bonne idée non plus. Ben, comme on est peu nombreux, ça aurait pu être une bonne idée si vous m'interrompez pour que j'aille plus lentement. Hein, c'est pas... Il n'y a rien de pressé là-dedans, là. OK. Action initiale. Bon, je vais m'essayer de faire des petites choses avec ça. D'accord. Et puis là, ben... si on revient à notre problème, je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous ai indiqué un indice mathématique. Au cas où vous seriez bloqué. Alors, si jamais vous avez certains ennuis, ben, vous pouvez cliquer sur indice mathématique. Ça va vous donner un indice semblable à ce que vous aviez tantôt pour calculer le rayon rouge. Mais là, ça va vous donner un indice pour calculer le rayon jaune. OK? Alors, juste venir à notre chose. Ici,
Le rayon jaune, on ne le sait pas. Le rayon rouge, ça va être, on l'a dit tantôt, ça va être quoi? C sur 2. C sur 2. Donc, on peut enlever ceci et dire que c'est C sur 2. Donc, je prends la variable C sur 2. Puis, le rayon jaune, il va être calculé après le rayon rouge. Donc, je peux couper et coller mon bloc après le rayon rouge de façon à pouvoir utiliser le rayon jaune dedans. Alors, je ne sais pas ce que ça sera le rayon jaune, mais il va falloir que je le calcule. Et le centre, ça aussi, ça va être une chose qu'il va falloir calculer. Bon, attendez un peu, je vais mettre ça en désactivant. Mais le centre, j'ai une bonne nouvelle. C'est que si je connais le rayon rouge, C'est super cool. si je connais le rayon rouge ici et le rayon jaune, ben le centre, ça va être C sur 2 moins le rayon jaune. Hein? Parce que je pars du centre ici, donc pour me rendre à droite, c'est C sur 2, mais je dois soustraire ici le rayon jaune pour obtenir le centre. Ça, tu vois-tu comment que ça ressemble à... Là, c'est juste... Ah, je suis pas bon avec Zoom, là. Je sais pas, mon micro... OK. Alors, on va faire ça. On va dire que c'est donc C sur 2 moins le rayon jaune. Alors, ça va être ça le centre. Et là, il reste juste à calculer le rayon jaune. Disons que je vais être un petit peu audacieux, puis je vais vous laisser là-dessus. Par contre, je vais je vous ai déjà dit que si vous avez des difficultés, vous pouvez avoir accès à un indice mathématique. Et puis, là, je vous montre une façon de tricher. C'est-à-dire que ici, ça paraît pas, mais vous pouvez cliquer en bas sur les références. Puis là, vous allez avoir les solutions de tous les problèmes que j'allais vous poser. Donc, le cercle rouge, le rayon minimum, c'est ce qu'on a fait en premier. Le rayon maximum, c'est ce qu'on est en train de faire. Le cercle rouge et jaune de rayons égaux. Les ajouts de glissières. Alors, ajout de glissières, ça c'est intéressant parce que une fois que vous avez ajouté des glissières, ben vous pouvez varier votre figure pour aller du rayon rouge minimal au rayon rouge maximal. Alors ça, c'est l'avant-dernier problème. Et le dernier problème, qui est le plus amusant, mais qui est le plus avancé aussi, c'est l'ajout de répétition. Alors ici, par exemple, vous pouvez varier vos solutions, mais vous pouvez aussi varier le nombre de figures que vous allez pouvoir tracer. En utilisant une glissière qui spécifie ce nombre-là. Alors ça correspond à un niveau qui est beaucoup plus avancé que ce qu'on a commencé à faire, mais c'était peut-être destiné à vous dire que dans le fond, P5 Visuel,
il n'a pas... Ben, je peux arrêter de partager ici. Que P5 Visuel, son plafond est beaucoup plus élevé que ce que vous avez dans Scratch. Vous avez vu dans cet exemple, ce dernier exemple, que j'ai pu mettre un titre, j'ai pu mettre une case à cocher, j'ai pu mettre des glissières. Et ces glissières-là influencent la figure qui est tracée dans le canevas. Et de cette façon-là, vous pouvez donc augmenter la complexité. Vous pouvez avoir non seulement une zone graphique qui est le canevas, mais vous pouvez ajouter plusieurs zones graphiques de tailles différentes, etc. Donc, vous n'êtes pas aussi encarcané dans ce que vous pouvez faire qu'avec Scratch. Par contre, Scratch est très bon pour les débutants. Parce qu'il n'y a peut-être pas besoin pour un débutant de faire toutes ces choses-là. Mais pour quelqu'un qui veut aller plus loin, ou pour un prof qui veut proposer quelque chose à ses élèves, ben, les limitations de P5 Visuel en maths sont beaucoup moins grandes. Alors, je vais m'arrêter ici. Je vais vous demander si vous avez des questions, puis je vais vous laisser continuer à résoudre ce dernier problème. La solution, pour pas que vous passiez des nuits sans sommeil, si jamais elle vous échappe, ben la solution, elle est là. Vous avez vu comment y accéder. Et puis, ben, je vous remercie, vous deux, les braves qui ont accepté de suivre l'atelier. Et si vous avez des questions, des commentaires, etc., gênez-vous pas. Merci, j'ai beaucoup aimé. J'ai été voir un petit peu sur le site tout à l'heure. Mettons que je veux développer mes aptitudes là, sur P5 Visuel. Le site, là, y a-tu pas mal d'explications que je vais être capable de... Ah, c'est une très bonne question. Je vais repartager l'écran pour vous montrer quelque chose d'important. Je vais fermer ceci. Alors, d'abord, vous avez ici un menu où vous avez une documentation. Alors, cette documentation-là, elle comprend entre autres des tutoriels vidéo sur YouTube. Vous en avez un certain nombre, disons peut-être une quinzaine au total, qui vont vous permettre de vous familiariser avec les différents aspects de P5 Visuel. Et aussi, si vous voulez avoir comment dire, une information sur un bloc en particulier, ben vous pouvez faire un clic droit sur un bloc et demander de l'aide. Et là, vous êtes dirigé vers une aide spécifique au bloc. Alors ça, c'est pour les blocs que moi j'ai créés. OK? Il y a des blocs, parce que vous savez peut-être, mais Scratch et P5 Visuel sont basés tous les deux sur un truc que Google a fait qui s'appelle Blockly. Et les blocs de base ont été faits par Google. Et à la fois Scratch et moi, on a ajouté des blocs. OK? Donc, mais pour les blocs que moi j'ai ajoutés, vous avez comme de l'aide comme ça que vous pouvez consulter pour savoir un peu plus du fonctionnement des blocs. Et je dois vous dire que vous pouvez toujours m'écrire aussi. Si vous avez un problème ou une question, ça me fera plaisir ou bien de vous dire je ne sais pas quoi répondre, ou bien de vous dire ben, voici ce que vous pourriez faire. OK. Merci beaucoup. Ça, si j'oublie tout ça, votre adresse, quand je l'ai mis dans mes favoris, P5 Visuel, j'imagine que je peux trouver votre adresse dans le site. Oui. Oui, l'adresse est dans le site pour communiquer avec... oui, l'adresse est dans le site.
Mais si vous connaissez un peu l'UQAM, c'est une adresse standard, c'est boileau.andré, le nom, point le prénom, à commercial ucam.ca. OK. Mais vous avez des liens pour ça. En tout cas, j'ai bien aimé, puis un petit commentaire, j'ai pas eu le temps de le faire plus tôt, mais vous en avez un peu parlé, c'est que moi, j'ai déjà fait des introductions en programmation, mais pas avec des systèmes là, emboîtés comme ça, là, je sais pas c'est quoi le bon terme, là, avec des vraies commandes, tout ça, là. Mm-hmm. Puis ça fait une grosse différence quand on y va par bloc qui s'imbrique, là, comme des casse-têtes, là. C'est beaucoup plus facile pour les élèves. Ça attire leur attention sur ce qui est essentiel de comprendre. Mm. Plus que C++. Oh, oui. En effet. En tout cas, je vais vous quitter. Là, j'ai une préparation pour une réunion à faire, mais très apprécié. Merci beaucoup. Ça m'a fait un grand plaisir. Moi aussi pour vous remercier, M. Boileau, c'est très gentil. Je vais arrêter donc l'enregistrement. Recording stopped. Voilà. Mais je vais laisser la salle ouverte quand même s'il y a d'autres questions. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Donc, ouais, j'essaye, M. Boileau, j'essaye. Mais en tout cas, il y a... fait des beaux dessins, par exemple. Oui, ben, c'est en même temps, ça montre qu'il y a des maths cachées à des endroits qu'on soupçonne peut-être pas. Ouais, puis c'est surtout parce que je regarde ce que moi j'essayais là, pour le dernier petit travail que vous nous avez donné. C'est surtout de comprendre comment ça se fait que ça me donne ça comme résultat. Uh-huh. Je trouve avec les élèves, je pense que c'est ça, au-delà d'enseigner la programmation pour enseigner la programmation, je trouve qu'il y a aussi l'aspect, la pensée informatique, c'est-à-dire, OK, on l'essaye, il s'est passé ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pourquoi ça nous a produit ça? Puis essayer de comprendre pourquoi, puis aller ajuster. Parce que je trouve que d'y aller... ben moi, je suis en secondaire 1, là, OK. avec mes élèves, puis je trouve des fois, ça fait peur, hein, de commencer un truc comme ça, là. L'impression qu'on va se perdre. Moi, j'ai 34 élèves par classe, puis ils ont tous accès à un ordinateur. J'ai comme la vague impression, tu sais, ça me fait peur d'aller vers la programmation, l'impression que je vais perdre le contrôle. Là, je pense qu'on est comme ça, les profs de maths, là, on aime ça avoir le contrôle. Puis j'ai l'impression que je vais le perdre, le contrôle. D'y aller peut-être par parcimonie, de commencer tout doucement. Mais il y a une chose aussi, un truc, parce que moi j'ai donné des cours à l'université à des gens qui avaient des niveaux variés. Puis il y en a qui des fois en connaissaient plus que moi sur certains sujets. Mais le truc, c'est pas de dire j'en sais plus que vous. Le truc, c'est de dire ben, par exemple, toi, là, tu dois le savoir, là, dis-moi le don parce que moi je le sais pas. Ça, d'abord, ça valorise beaucoup l'élève. Puis ça dégonfle un peu les attentes. Ça dit que ben vous savez pas tout. Tu sais? Puis. Mais j'ai l'impression que je vais l'essayer, moi, cette année, P5 visuel, même si je suis en secondaire 1. Vous aviez dit là, que Scratch, des fois, c'est peut-être plus ludique pour primaire et début secondaire. Mais je pense que je vais l'utiliser en géométrie, avec les quadrilatères, en tracé, justement. Tu sais, au lieu d'y aller papier-crayon, mais d'y aller de façon peut-être un peu plus... avec la programmation. Peut-être que ça se fait... ça donnerait du sens aussi quand on leur dit les caractéristiques, pourquoi il existe ces caractéristiques-là, qu'est-ce qu'elles nous permettent de faire. J'ai l'impression des fois qu'on y va vraiment un peu vite avec eux. Ouais. Ils n'ont pas ce sens-là. Là. Oui, puis je pense que, ben, par exemple, parce que dans P5 visuel, il y a des formes, mais il y a aussi une tortue. OK? Et puis, juste le fait de tracer avec la tortue, par exemple, un carré, ça, c'est habituellement, les gens n'ont pas trop de problèmes. Mais quand on arrive à un triangle, ben là, on pense tout de suite, si c'est un triangle équilatéral, il va falloir tourner de 60 degrés, mais non. Parce que c'est les angles extérieurs. Mm-hmm. Puis là, ben, un pentagone, un hexagone, puis ça fait toutes sortes de problèmes intéressants.
Et Non, mais j'y allais avec la tortue. Parce qu'il me semble, à l'époque de Progiciel, là, Oui, l'UQAM, quand j'étais à l'UQAM, on avait ça, la fameuse tortue. oui. Ben, ça s'est avéré un outil intéressant pour poser des questions. Mhm. Mm. Oui, effectivement. Ouais, non, j'y compte bien. Mais là, c'est ça que, étant donné que je jouais avec le truc, les élèves, est-ce qu'ils ont accès à ça pour se pratiquer en classe, dans le fond? J'imagine par le site ou... Par le site, oui, tout à fait. Puis, ben, évidemment, il faut avoir des ordinateurs. Mais oui, Non, ils ont effectivement, chacun leur ordi. c'est ça. Puis, ça peut être par le site. Ça, on peut aussi le télécharger puis le mettre sur son ordinateur, comme Scratch. Il y a plusieurs possibilités, mais par le site, ça assure que vous avez toujours la dernière version, celle où il y a le moins de problèmes, des choses comme ça, là. Parfait. Ben, oui, je vous tiens au courant. Oui, j'aimerais bien que si vous utilisez ça en classe, que vous me parliez de vos exploits et de ceux de vos élèves. Oui, ça devrait être après les fêtes. Fait que je vais m'essayer, j'y compte bien. Parfait. Puis comme je vous réitère mon offre, si jamais vous avez un pépin ou des problèmes, vous pouvez toujours me contacter. Parfait. Merci beaucoup, M. Boileau. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bonne fin de journée.